Bonjour Clarisse. Bonjour Solène. Alors vous n'êtes pas originaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais vous avez bénéficié d'une résidence illustration au musée de l'illustration jeunesse situé à Moulins. En quoi cette résidence a compté dans votre parcours de création? Donc elle a beaucoup compté parce qu'à ce moment-là, j'avais pas publié de livre, j'avais fait un petit peu d'illustration pour la presse. Et c'est vrai que c'est un rêve de faire un livre pour les enfants. Et donc c'était un cadre de création vraiment idéal parce que ça permettait d'avoir un espace, que ce soit autant un espace physique, un lieu, vraiment de la place en fait pour créer, et aussi un espace-temps. Donc moi j'ai vraiment voulu profiter du mieux que je pouvais de ces 3 mois qui m'étaient mis à disposition pour créer ce livre. Je sais qu'il y a des artistes qui vont plutôt voir une résidence comme un lieu d'inspiration et pas forcément se mettre de pression sur la production, mais moi c'est quelque chose qui m'a stimulée, enfin qui a été moteur. Je m'étais dit, au bout de ces 3 mois, je voudrais avoir mon livre qui est fait, entre guillemets, parce qu'après évidemment il y a eu des retouches, mais enfin, ça a été une contrainte positive. Et puis aussi, il y avait le fait qu'une exposition était proposée à l'issue de la résidence pour présenter le travail qui avait été effectué. Et donc, j'avais envie d'avoir des choses à présenter à ce moment-là. Et puis, donc, enfin, c'était une super équipe, un chouette accompagnement. Aussi, j'ai découvert les ateliers avec les enfants. J'en avais jamais fait et ça faisait partie de la résidence que de dédier 30% de son temps à des ateliers jeunes publics, mais pas seulement d'ailleurs. Et j'ai été super bien accompagnée par les médiatrices du musée qui m'ont beaucoup appris en fait. Enfin, j'ai beaucoup appris en les côtoyant. Et donc au sortir de la résidence, j'avais vraiment cette sensation d'un bagage supplémentaire puisque après j'ai développé ça en proposant d'autres ateliers dans la région, dans des médiathèques, dans des écoles, mais aussi, enfin pas forcément en Auvergne-Rhône-Alpes, mais c'est vraiment quelque chose que je continue à proposer. Voilà. Alors la particularité de cette résidence, c'est vraiment d'être située au cœur du musée, au plus près des œuvres. Diriez-vous que ça nourrit votre projet artistique? Oui, je dirais que ça a vraiment nourri mon projet artistique puisque bah, être dans un musée pour créer, en fait, c'est vraiment top. Et puis à ce moment-là, il y avait une exposition sur Djeco, le fabricant de jouets Mhm. français, avec la présentation d'illustrations originales, avec des artistes tels que Nathalie Novi, Pierre Mornay, Ilia Green, Rebecca D'autremer et encore plein d'autres. Et donc c'était assez émouvant de voir les originaux. Euh, donc voilà, d'une part. Et d'autre part, ça m'a permis de découvrir tous les métiers que renferme un musée, en fait, à savoir les métiers, par exemple, l'accueil, la médiation des œuvres, mais aussi tous les métiers cachés comme la partie scientifique, la gestion des originaux et leur conservation. Euh, c'est la préparation d'une exposition, la gestion technique, mais aussi le ménage lorsque le musée ferme. Enfin, c'est vraiment être dans les coulisses et j'ai trouvé ça vraiment quelque chose de magique en fait d'être 24 heures sur 24 lieux. D'accord. Alors, Voilà. votre album Dans la file a été repéré pour les Pépites de Montreuil en 2019. Aujourd'hui, vous avez travaillé sur un autre album qui s'appelle La Passoire. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cet album? Oui, alors la passoire, c'est l'histoire d'une petite fille qui tente de reconstituer le rêve qu'elle a fait. Donc on la voit qui est démultipliée sur les pages. Donc déjà parce que dans les rêves, enfin, on a souvent la sensation d'être à plusieurs endroits en même temps et on accepte totalement l'absence de logique en fait. Elle peut être à plusieurs endroits au même moment et elle tente de reconstituer le rêve qu'elle a fait en sculptant les montagnes qui sont dans ses souvenirs, en mettant de la couleur. En fait, à chaque fois qu'elle a l'impression d'avoir un souvenir très précis, c'est furtif, il s'en va aussitôt. Donc là, le rêve, ça a été un outil pratique pour parler de manière plus générale de ce que c'est que la mémoire, l'oubli, le doute aussi.
Et donc, cette petite fille, parce qu'en fait, elle tente en permanence de fixer ses souvenirs qui s'échappent, mais de manière concrète avec des outils, par exemple, perceuse. Elle tente de photographier ce qu'elle a dans la mémoire et voilà, ça s'échappe. D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez nous faire une petite confidence et nous dire un petit peu quels sont les projets que vous avez dans vos cartons en ce moment? Alors, c'est marrant parce que je suis en déménagement, donc j'aurais pu mettre des vrais cartons derrière moi et sortir des tasses, des lampes, des chaussettes, mais non. Donc les cartons, les vrais projets. Je travaille en ce moment sur des livres avec l'auteur Stéphanie Demas-Potier. Donc avec 2 livres à paraître en 2021, à l'automne 2021. Un publié par l'Étagère du Bas et l'autre les éditions Cépage. Et puis un autre encore, mais on n'a pas encore présenté le projet des éditeurs. Et puis sinon, j'ai d'autres projets dont j'aimerais faire les textes et les illustrations en résidence si possible. Donc voilà, faut que je postule. Bon, bah, merci en tout cas pour ces petits secrets. Est-ce que vous auriez une suggestion de lecture à faire pour celles et ceux qui nous regardent en ce moment? Oui, alors je viens de découvrir un livre qui s'appelle Colombine, la violoniste spatiale. Je me rapproche. Ouais, ouais, on voit bien, super. Et par Colombine Ange. alors. Un livre que je trouve magnifique, les illustrations sont très belles, puis il y a des touches d'humour. Ouais, il est super. Voilà, je vous laisse le découvrir. Ok, bon, ben, on va découvrir ça. En tout cas, merci beaucoup Clarisse d'avoir répondu à nos petites questions et puis on va vous laisser nous faire une petite visio dédicace. Oui, avec plaisir. Je vais vous faire ça. Merci beaucoup. Bonjour Camille. Bonjour. Alors vous êtes née et avez grandi dans le Jura. Vous vivez aujourd'hui à Lyon où se trouve l'école Émile Cole. Est-ce que vous diriez que la région dispose d'un maillage fort en matière de création? Oui. Alors moi, j'ai pas fait mes études à Émile Cole, j'ai fait mes études aux Arts Déco de Strasbourg, enfin aux Beaux-Arts d'Épinal et ensuite aux Arts Déco de Strasbourg. Donc je connais mieux les gens qui sortent de Strasbourg. Mais c'est vrai qu'à Lyon, je sais qu'on est nombreux en auteurs, que ce soit auteur jeunesse ou auteur de bande dessinée. Alors du fait qu'il y ait l'école Émile Cole et aussi plusieurs autres écoles d'art. Oui, voilà, parce que je pense que c'est une ville aussi qui attire. Et qui bouge bien à ce niveau-là. Donc, il y a pas mal d'ateliers, il se passe pas mal de choses aussi avec le festival Lyon BD. Il y a pas mal d'auteurs à Lyon. Oui. Ok, alors en début d'année, vous avez reçu le prix Fauve à Angoulême, en 2019 le prix Pépite à Montreuil pour Les Vermeils. Qu'est-ce que Les Vermeils a de différent dans votre bibliographie? C'est ma première BD jeunesse en fait, c'est surtout ça. C'est que j'ai toujours fait de la jeunesse et de la bande dessinée. Alors pendant un moment, la partie jeunesse c'était plutôt de la commande pour moi, de l'album pour enfants, mais plus en commande. Souvent c'était pas moi qui faisais les textes. Et puis je faisais la BD, la bande dessinée, donc quelque chose de beaucoup plus personnel, souvent des albums assez épais, avec beaucoup de pages et plus pour adultes. Et puis là, j'ai eu envie de faire une BD plus à destination des enfants, mais je l'ai vraiment fait dans la même intention et la même démarche que quand je fais mes BD adultes. Là, c'est pareil d'ailleurs, c'est un album assez épais, ce qui était d'ailleurs un peu une crainte. J'avais peur que les enfants s'y retrouvent pas parce que c'est une BD que je voulais j'avais envie qu'elle soit à destination d'un âge assez large. Ça parle vraiment à des petits et aussi même aux adultes. Et ma crainte, c'était que les gens s'y retrouvent pas, que les adultes se disent bon bah c'est trop pour les enfants, que les enfants se disent c'est trop épais, c'est peut-être pas pour moi, la lecture est trop riche et longue. Et puis finalement, ça marche assez bien dans les deux cas. Les petits, ça leur fait pas peur que le livre soit assez gros. Au contraire, j'ai l'impression qu'ils aiment bien. Et je l'ai vendu aussi pour beaucoup d'adultes. Mais c'est vrai que c'était nouveau, voilà, pour moi
de m'adresser à tout le monde parce que je m'adresse pas que aux enfants quand c'est comme ça. Mais c'est vrai que je fais attention à, contrairement à mes BD adultes, à ne jamais les laisser de côté. Même si parfois, je pense qu'il y a des blagues qui comprennent pas, il y a un peu un double niveau de lecture, c'était ça qui m'intéressait d'ailleurs. Je fais toujours attention à ce que de pas perdre les enfants en cours de route, quoi, que ça les. Mais je l'ai fait. J'écris pareil en fait, mais quand c'est pour la jeunesse que pour les adultes. Voilà. D'accord. Alors, dans les Vermeils encore, dont certaines planches originales sont exposées au musée de l'illustration jeunesse à Moulins pour l'exposition L, il y a beaucoup de références à de la lecture jeunesse, comme Trois Brigands, Peter Pan. Est-ce que vous pourriez nous en commenter quelques-unes? Oui, c'est vrai que j'avais envie de faire pas mal de références à des contes, en fait, aux histoires qui m'ont marqué quand j'étais enfant. Je crois que ce livre, il est né vraiment de quand moi je suis devenue maman et que j'ai fait découvrir à ma fille ce que j'avais aimé moi, parce que j'ai tout gardé, mes livres, voilà, donc que ce soit, je sais pas moi, Boucle d'or, mais aussi des films comme Peau d'âne, et j'ai eu envie de faire un livre comme ça, un peu sur l'enfance et sur l'imagination de l'enfance. Et ça me plaisait d'y mettre, alors soit des références vraiment presque comme des clins d'œil, bah, comme vous avez parlé des Trois Brigands, effectivement, on peut voir une case où il y a les armes des Trois Brigands, donc là c'est vraiment comme un clin d'œil. Après, des fois, c'est moins flagrant, les références, c'est plus qu'elles vont accompagner, et je pense qu'on les ressent plus que vraiment trouver une case où elle soit représentée. Après, je pense qu'il y en a, moi, j'y ai pensé au moment de dessiner la scène, elle se voit pas forcément. Par exemple, dans la scène où Jo arrive dans la maison des Marais, pour là où elle va passer la nuit, il y a 3 chaises, une grande, une moyenne, une petite, 3 bols, tout est par 3. Donc pour moi, c'était un peu l'idée de la maison de Boucle d'Or et des 3 ours, par exemple. Euh, D'accord. oui, il y a Peter Pan, effectivement, avec les enfants perdus. Ça, je pense que tout le monde le voit. Oui, bah oui, je pense aussi. Qu'est-ce que vous avez comme projet dans vos cartons en ce moment? Alors justement, je travaille sur plusieurs choses en ce moment. Là, je travaille avec la Philharmonie de Paris pour faire un concert dessiné. Alors, ce sera juste quelques musiciens et puis moi qui dessinerai en direct. Et puis sinon, je me remets à l'écriture d'une bande dessinée plus adulte. Mais alors, j'en suis au tout début, tout début. Je saurais même pas faire un résumé. Je pense que ça va D'accord. reprendre des thèmes qui me sont chers et je parle souvent de la famille, des rapports familiaux, des secrets de famille. Donc, je pense que je vais encore aller un peu dans cette direction-là. Mais j'en suis vraiment au tout début où j'installe l'ambiance et les personnages. Bon, ben, on a hâte de découvrir ça en tout cas. Est-ce que vous auriez une suggestion de lecture pour celles et ceux qui nous regardent? Alors cette année, c'est vrai que comme il y a eu tous les festivals ont été annulés et que alors parce que d'habitude voilà c'est souvent lors bah, notamment à Montreuil où je vais regarder un petit peu ce qui se fait de nouveau. Donc là cette année j'ai acheté moins de livres jeunesse que d'habitude. J'en ai acheté un à ma fille qui s'appelle La Tribu qui pue de Magali Lehuche et c'est vrai qu'elle l'adore et qu'on le lit souvent. Alors il doit dater d'il y a déjà quelques années, mais de toute façon j'adore le travail de Magali Lehuche. Ce D'accord. livre-là, La Tribu qui pue. Bon. Camille, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. On va vous laisser tranquillement faire une petite visio dédicace. Et puis, on vous dit à bientôt. Eh ben merci de m'avoir invité. À bientôt. Alors bonjour Nadège. Bonjour Solène. Donc là on est à la médiathèque de la Palisse. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce lieu? Alors cette médiathèque a ouvert en 2002 et est devenue ludothèque en 2018. Donc nous sommes une médiathèque ludothèque. D'accord. Alors Clarisse Lockman, qui a été en résidence au Lige pendant 3 mois, est venue ici animer des ateliers avec des enfants. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, effectivement. Donc pendant sa résidence au Nige et son travail sur la file d'attente qui a donné ce livre-là donc à la fin, elle est venue animer donc 2 ateliers à la médiathèque. Un atelier pour le centre de loisirs et un atelier pour les familles, donc un atelier parents-enfants, sur le thème de la file d'attente et de l'attente. Ça a donné lieu pour le centre de loisirs à la création d'une fresque sur le thème de l'attente. Et d'ailleurs, ça s'est tellement bien passé que Clarisse reviendra en février 2021, si tout va bien,
pour animer un autre atelier qui portera sur son projet en cours. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous avez découvert Camille Jourdi? Alors, Camille Jourdi, j'ai découvert son travail par Rosalie Blum, qui a déjà quelques années, qui est une bande dessinée donc, qui est plutôt pour adultes, mais qui m'a permis de découvrir son univers en tant qu'illustratrice et de découvrir son travail en illustration jeunesse notamment. Donc sur plein de titres différents donc, que nous avons à la médiathèque pour aboutir bien entendu à celui bien connu, donc Les Vermeils, qui a été primé l'année dernière. D'accord. Alors on sait que la période n'est pas très est simple pour personne, notamment les médiathèques, bibliothèques. Néanmoins, vous avez su vous adapter. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous vous êtes adapté? Alors, pendant le premier confinement, pour garder le lien avec nos abonnés et notamment le jeune public, nous avons fait des animations à distance. Donc, il s'agissait de lecture d'albums filmés et aussi des ateliers de création qui étaient en photo et que les enfants pouvaient réaliser chez eux. Et bien entendu, nous avons ensuite proposé du click and collect, donc des réservations de documents, du prêt à domicile en retrait sur place, sur rendez-vous. D'accord. Alors selon vous, qu'est-ce qui fait que la médiathèque est un lieu important pour le livre et la lecture? Alors comme l'a montré effectivement le confinement, puis comme l'ont montré les différentes pratiques à distance, le jeune public a du mal à choisir à distance. Donc ce qui est très important, c'est de venir dans ce lieu, de trouver ce qu'on cherche et aussi ce qu'on ne cherche pas. Et ici, surtout en zone rurale, puisque nous sommes en zone rurale, nous sommes un lieu culturel important sur le territoire, donc un lieu de rencontre, un lieu de divertissement aussi. Et c'est l'occasion ici de venir jouer, de venir lire, de venir travailler et simplement de se rencontrer et de découvrir. D'accord. Alors, vous êtes bibliothécaire depuis une douzaine d'années. Est-ce que vous avez vu les comportements des usagers finalement évoluer? Est-ce que vous diriez que le livre et la lecture jeunesse se portent bien? Alors, notre travail et nos missions en bibliothèque ont beaucoup évolué ces dernières années du fait de la diversification des supports, du fait de la diversification de l'offre culturelle. Par exemple, nous sommes devenus ici ludothèque en 2018 pour répondre à une vraie demande sur le territoire. Néanmoins, il serait sans doute trop pessimiste de dire que les gens ou les enfants ne lisent pas ou ne lisent plus. Et parce qu'on voit très bien qu'il y a toujours cette curiosité. Et quand on voit le travail des illustratrices comme Clarisse et Camille par exemple, on voit l'importance de toucher, de saisir, de feuilleter, de lire. Et la curiosité l'emportera toujours. D'accord. Écoutez, merci beaucoup Nadège pour toutes ces réponses. Avec plaisir Solène. Bonjour Céline. Bonjour Solène. Alors vous nous accueillez aujourd'hui dans votre librairie Coïncidence située à Moulins. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce lieu, ce projet? Oui, alors la librairie Jeunesse Coïncidence, à l'adresse 14 rue Pasteur à Moulins, a été créée en 1987 par Alain Michoudet. Et moi je l'ai rachetée il y a maintenant 6 ans. Donc dans cette librairie, vous pourrez trouver un coin livre jeunesse et derrière moi, vous avez tout ce qui est jeux de société, jouets bois, jouets tissus pour les plus petits et les plus grands. Alors parmi les nombreux ouvrages de votre librairie, vous allez nous parler d'un ouvrage de Clarisse Lockman et d'un ouvrage de Camille Jourdi. Tout à fait. Alors j'ai sélectionné le livre Dans la file de Clarisse Lockman, édité par l'Atelier du Poisson Soluble. Donc c'est l'histoire d'une petite souris qui va visiter un musée avec son papa et il se trouve qu'il y a une longue file d'attente. Donc en attendant, elle décide d'aller à la rencontre des visiteurs. Clarisse a utilisé des noms communs pour aller à la rencontre de ces visiteurs qui se trouvaient être des animaux. Comme par exemple la visionnaire qui est la girafe avec son long cou, ou alors le poète qui se trouve être le papillon. Et enfin, la protectrice qui est donc la maman kangourou avec son bébé. Donc on peut voir également au niveau du visuel et des couleurs qu'il est quand même assez vivant
et attractif pour les yeux des enfants puisqu'elle utilise des couleurs vives. Bleu, rouge. Voilà. Très bien. Et donc maintenant, nous allons passer à celui de Camille Jourdi. Tout à fait. Alors, Camille Jourdi donc, a écrit Les Vermeils aux éditions Actes Sud BD. Donc ici, c'est l'histoire de Joe qui est parti en vacances avec sa famille recomposée. Et il se trouve que Joe, la petite fille, en a marre de cette famille et veut faire une pause. Et elle décide de partir à l'aventure, pas loin du camping là où ils sont installés. Et il se trouve qu'elle va tomber sur des petits personnages assez extraordinaires. Elle pense que c'est des lutins. Donc ces lutins sont pas trop intéressés par cette petite fille, mais elle va quand même décider de les suivre. Et là, elle va à la rencontre de plein de personnages d'univers fantastiques, féeriques. Et en fait, ils vont devoir aller à la recherche d'une maman qui a disparu. La maman des petits personnages. Alors, la période actuelle pénalise énormément les professionnels, notamment les libraires. Comment est-ce que vous êtes resté en lien avec votre clientèle? Comment est-ce que vous êtes adapté? Alors, lors du premier confinement, en fait, les clients m'ont envoyé beaucoup de messages, soit des mails, soit des appels téléphoniques, soit des messages via Facebook. Et donc, j'ai dû leur répondre en faisant des photos de produits que j'avais en boutique. Donc, j'ai eu l'idée de préparer un site internet pour que ce soit plus facile pour eux et pour moi. Et il se trouve que lors du deuxième confinement, j'ai réussi à lancer ce site pour faciliter les ventes, les recherches des demandes des clients. Donc mon site c'est librairiejeunesse-coincidence.fr où vous pouvez retrouver une grande partie des produits qui sont à la boutique, donc tous les livres et tous les jeux. Et il y a aussi la ville de Moulins qui nous avait mis un site marchand en ligne, maville-monshopping.fr. J'ai quand même continué à répondre aux mails, aux messages envoyés via les réseaux sociaux parce que il y a des clients qui n'utilisent pas Internet et qui préfèrent avoir encore les conseils de vive voix. Alors, on sait que les ventes par Internet explosent aujourd'hui. Selon vous, pourquoi le libraire est toujours un maillon fort de la chaîne économique du livre en France? Alors, le rôle principal du libraire, c'est le conseil. C'est pourquoi en amont, on essaye de lire la plupart des livres reçus, des nouveautés. Et ensuite, pour pouvoir répondre aux clients. Parce que la plupart des clients qui viennent à la boutique n'ont pas d'idée. Donc dans ces cas-là, je les interroge sur l'âge de l'enfant, sur les loisirs, ce que l'enfant aime entre les animaux ou les véhicules. Et de là, je propose plusieurs livres pour que quand même le client ait le choix final. Et enfin, dernière question, Céline, est-ce que vous diriez que la lecture jeunesse se porte bien dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes? Je dirais oui, tout à fait. J'ai remarqué que depuis 6 ans que j'ai repris la librairie, je commande de plus en plus de livres. J'accentue la quantité sur les nouveautés et j'ai également des commandes clients sur des livres précis. En fait, je me rends compte que les grands-parents, les parents aiment les beaux livres, les belles illustrations, les histoires également. Et ils veulent vraiment raconter des histoires le soir aux enfants. Merci beaucoup Céline d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. Merci à vous Solène. Bonjour Benjamin Chaud. On va parler de votre travail d'auteur-illustrateur à travers la présentation que vous en avez fait dans le livre de Delphine Perret, Les Ateliers, qui est vraiment un livre important pour tous les professionnels parce qu'il présente le processus de création et les habitudes pratiques qu'ont chacun des auteurs pour travailler. Une première question, dans le livre, vous dites que l'instant le plus créatif pour vous, c'est avant d'aller à l'atelier, au café, où vous avez l'impression que votre cerveau a plus de liberté pour trouver des idées créatives. Oui, c'est sûrement un moyen pour détourner l'attention, pour ne pas être au travail, pour avoir l'impression d'être tout encore dans mon imaginaire et d'être libre de faire ce que je veux, de me tromper, d'aller chercher ailleurs. Et quand je suis à mon atelier, par contre, j'ai plus cette liberté-là. Il faut que je sois productif, il faut que je sois efficace, il faut que ce que je fasse soit bien,
joli, intéressant, et ça me bloque complètement en fait. Et donc le café, cet espace qui est entre chez moi et mon lieu de travail, c'est le petit sas que j'ai trouvé pour avoir cette liberté créatrice. Oui. Et ensuite, une fois que vous avez votre idée, vous créez vos personnages, vous expliquez que vous avez besoin de les faire vivre, de les incarner réellement. Vous travaillez sur eux en les dessinant dans leurs expressions, leur position. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce travail de familiarisation avec vos personnages? C'est un travail qui, pour moi, est le plus intéressant dans ce que je fais. C'est ce moment de recherche, de ne pas savoir si on va y arriver et de partir un peu dans toutes les directions. Et souvent, c'est très frustrant parce que moi, quand je commence un nouveau projet, chaque fois au début, c'est moche. Et j'ai besoin de vraiment trouver l'univers dans lequel ça va se passer. Même si c'est mon univers, ça sera quand même propre à l'histoire. Et donc, chaque fois, ça change un peu. Peut-être que c'est des toutes petites nuances qui ne se voient pas, mais moi, j'ai vraiment l'impression de changer. Et j'ai besoin de me familiariser avec ce nouvel univers et de sentir les personnages. Et au début, ils sont ratés, ils sont figés, ils ont une façon de bouger toute coincée. Et au bout d'un moment, de les dessiner 50, 60, 100, je fais énormément de croquis. Au bout d'un moment, je commence à les avoir au bout du crayon. Et c'est quand j'ai plus besoin de réfléchir, en fait, et qu'ils viennent un peu tout seuls, que je sais que c'est bon et que je peux commencer vraiment à faire les dessins définitifs. C'est ce cheminement qui leur a donné vie finalement, ce travail, ce long travail qui Ouais, leur a tout ce qui est donné caché. Ouais, moi, je ne réussis pas du premier coup, ça n'arrive pas. C'est vraiment, j'ai besoin de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de brouillons et de mélanger après les choses pour voir l'idée arriver. J'ai jamais d'idée, en fait. Quand je lis un texte, que j'ai un sujet à illustrer, c'est vraiment le désert dans ma tête, un peu la panique. Et les choses arrivent sur le papier. Et c'est en les voyant que j'arrive à décider si c'est bien, s'il faut changer un peu, qu'est-ce qui peut être récupérable dans ce dessin. Et en récupérant tout ce que j'aurais mis, je construis l'idée finale. Et c'est vraiment tout un travail de recherche, en fait. De la bonne idée, du bon dessin, du bon personnage, du bon mouvement, de la bonne situation, de où est-ce que je place le regard. Et après, il y a tout un travail de mise au propre, de faire l'illustration finale, qui est beaucoup plus laborieux et moins intéressant pour moi. Et sur la place qu'occupe le lecteur dans votre processus créatif, on sent qu'il y a une petite ambivalence, c'est qu'à la fois vous voulez l'oublier et en même temps vous voulez aussi le dérouter, le surprendre. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce rapport pas simple? C'est pas simple parce que c'est intimidant et que moi j'ai l'impression que si j'essayais de m'adresser directement à un lecteur type, ça serait le meilleur moyen de se planter parce que je connais pas les attentes des autres. À la limite, je sais les miennes et j'arrive à me souvenir des attentes que j'avais quand j'étais enfant, mais même mes propres enfants, je ne sais pas vraiment ce qu'ils veulent. Donc, j'essaye de ne pas penser à une attente, en tout cas, de ne pas satisfaire une idée que l'auteur, l'éditeur, le lecteur pourrait avoir de ce que je vais dessiner. Parce que sinon, je vais essayer de leur plaire à eux et ça ne marche pas, pour moi en tout cas. Et donc, j'essaye de me faire plaisir tout seul, de me faire rigoler dans mon coin, de m'émouvoir, tout en ayant conscience quand même que je travaille pour des enfants et qu'on ne peut pas leur dire les choses de la même façon et qu'il faut un peu les prendre par la main ou alors jouer avec eux. Il y a toujours ce jeu-là quand même de qu'est-ce qui va être compris, qu'est-ce qui va passer de mon message. Et c'est pour ça que j'essaye de ne pas faire des dessins trop fermés, de laisser de la place à l'imaginaire pour que chaque lecteur aussi puisse comprendre ce qu'il veut. Moi, je n'ai pas vraiment de message à délivrer. Moi, je véhicule des émotions, c'est ça qui m'intéresse, émouvoir. Mais du coup, quand je pense au lecteur, j'essaye surtout de jouer avec eux. Qu'est-ce qu'ils vont réussir à déchiffrer et je mets des petits détails rigolos dans les coins pour voir qui les trouvera. J'essaie d'installer une confiance en fait entre eux et moi. Moi, je leur fais confiance, qu'ils vont comprendre, et eux, il faut qu'ils me fassent confiance aussi pour m'occuper de l'habillage graphique de l'histoire. Ouais. Merci beaucoup, Benjamin. Vous pouvez retrouver donc un plus long développement de votre travail dans les ateliers
Et puis, je montre aussi votre nouveauté. Les adultes ne font jamais ça. Un excellent album. Merci, Merci Benjamin. beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. Bonjour, Cécile Beck. Vous venez de publier en 2020 Amal, souffle des femmes, sur un scénario de Franck Manguin. Vous avez fait le dessin de cet album bande dessinée et vous venez avant de l'illustration jeunesse. Est-ce que vous nous expliquez le processus qui vous a amené à rejoindre ce projet d'album bande dessinée? Ce projet, c'est j'ai toujours été intéressée pour faire de la bande dessinée, mais ça fait longtemps que je faisais de l'illustration jeunesse et j'arrivais pas trop à franchir le cap. Et un jour, j'avais rendez-vous chez Sarbacane pour un projet jeunesse. Et juste avant mon rendez-vous, j'avais envoyé quelques dessins un peu plus adultes au directeur éditorial de la BD. Et en fait, mon rendez-vous pour la jeunesse s'est transformé en double rendez-vous et on m'a passé un scénario de bande dessinée à ce moment-là aussi. Donc voilà, ça s'est fait un peu par hasard. J'étais un peu aussi là au bon moment, au moment où il y avait le scénario adéquat qui allait avec mes dessins. Et ça s'est passé un peu en douceur. Donc c'était bien. Et donc, vous avez pris connaissance du scénario, il vous a plu, et ensuite, vous avez fait une proposition au scénariste, une proposition de type de dessin, de type de couleur? Oui, alors le scénario, j'ai tout de suite vraiment accroché. Il y avait des thèmes qui me plaisaient beaucoup dans ce scénario, donc d'accepter ou pas, c'était pas trop le problème. Effectivement, il fallait que mon dessin puisse coller avec l'histoire. Et j'ai fait un ou deux essais assez rapidement, mais ça s'est plutôt bien passé. Donc, je suis arrivée assez vite dans le projet en fait. Donc, voilà. Et le scénariste, Franck Manguin, il vous a soumis un storyboard, un découpage, des indications précises sur chaque case, ou vous aviez une liberté plus grande? Il y avait un storyboard qui était déjà fait. En fait, Franck devait faire à la fois le scénario et les dessins. Enfin, ça devait vraiment être un projet complètement à lui. Et puis, pour des raisons d'emploi du temps, de timing, il ne pouvait plus faire les dessins. Et du coup, c'est pour ça que l'éditeur a fait appel à moi et je me suis appuyée sur son storyboard. Mais on m'a aussi laissé, enfin moi j'avais besoin aussi de pas être une simple exécutante et on m'a laissé la possibilité aussi de me réapproprier le storyboard tout en essayant de garder la pagination parce qu'il y avait un nombre de pages qui était déjà enfin, prévu. Et du coup, j'ai pu modifier pas mal de choses tout en gardant l'esprit du storyboard de Franck initial. Donc, j'ai pas tout envoyé valser parce qu'il y avait déjà un bon travail de réaliser. Et, voilà, mais des petits détails qui ont fait que moi, j'ai pu sentir que je m'approprie aussi le projet, quoi. Et sur l'angle de prise de vue, les gros plans, les plans larges, la plongée, la contre-plongée, vous êtes beaucoup intervenu sur ces aspects-là? Oui, pas mal. J'ai laissé une plus grande part au décor, je pense. Notamment, il y avait, oui, des cases allongées, ouais, je pense que j'ai apporté un petit plus peut-être pour les décors, pour les prises de vue aussi, pour un découpage parfois différent sur des cases allongées, des cases panoramiques, des cases verticales, des choses comme ça, quoi. Oui, il y a beaucoup de plans assez larges sur le village, sur la plage, et beaucoup en plongée. Ça, c'était des choses qui n'étaient pas dans le storyboard d'origine? Pas trop. Non, pas trop. C'est vrai qu'effectivement, les plans larges, c'était plus un parti pris personnel parce que on est dans un décor qui est quand même beau. C'est le bord de mer, il y a une belle lumière. Et puis en même temps, je trouve que faire la part belle au décor, c'est aussi donner un aspect un peu contemplatif à l'histoire. Et puis ça apporte un petit peu plus de poésie, selon moi.
Il y a aussi beaucoup de plans nocturnes et donc l'album est plutôt sur des teintes bleues. Ce choix de couleurs, vous l'avez fait en concertation avec Franck ou c'est quelque chose plutôt qui vous appartient? Non, ça c'est quelque chose qui m'appartient. C'est une bande dessinée que j'ai fait intégralement à l'ordinateur. Et je sais que quand je travaille à l'ordinateur, j'aime bien travailler avec une gamme de teintes assez restreinte. Du coup, je voulais vraiment partir sur un nombre de couleurs très réduit. J'ai fait plusieurs essais. J'ai commencé avec ce bleu un peu grisé comme ça et je l'ai mis un peu de côté pour faire d'autres tests. Et en fait, j'y suis revenue parce que je trouvais que c'était vraiment la couleur qui servait mieux à l'ambiance de la BD, la période, enfin voilà, le côté un peu bord de mer et le côté un peu rétro des années 60. Voilà. Et un dernier mot, c'est un travail de longue haleine. Je pense que c'est presque un an de travail, j'imagine, un album de cette taille. Est-ce que par rapport à vos travaux précédents en illustration jeunesse, est-ce que c'est quelque chose que vous avez trouvé stimulant? Est-ce que vous avez quelque chose que vous avez trouvé trop contraignant, trop long? Quel est votre sentiment sur la différence des deux activités? Alors effectivement, c'est un travail qui est beaucoup plus sur la longueur. C'est un peu un travail de marathonien en fait. Mais pour un album jeunesse, c'est un peu pareil. Au bout de 4 mois, on a envie de passer à autre chose. Là, effectivement, c'est sur un an. Mais il y a aussi le plaisir de rester un peu longtemps avec les personnages auxquels on finit par s'attacher à force de les dessiner. Ils n'ont plus beaucoup de secrets pour nous. Et en fait, c'est bien aussi d'être investi dans un projet aussi à long terme, même si on est content d'arriver au bout. Voilà. Merci beaucoup Cécile. Et je rappelle que Ama est sélectionnée pour les Pépites 2020 BD au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Merci. Merci beaucoup.